Chers amis, comme notre ami Pierre Mabille vient de le rappeler, j'avais proposé pour une fois de coller à l'actualité et de parler du sport, puisque nous sommes censés vivre une grande période sportive, un grand moment français, comme disait le président. Donc, le sport. Et en fidèle lecteur de l'équipe que je suis, et en ancien praticien actif de l'athlétisme, je me suis toujours demandé, et je me demande de plus en plus, quelle est la valeur éthique, morale du sport, qui me semble très questionnable. Et il y a un discours courant qui consiste à dire qu'il y a des valeurs du sport, comme ils disent, qui sont toutes positives. Le sport, ça produit la fraternité, l'amitié des peuples, la paix, l'entente, etc. Et évidemment, cette moraline, comme on dit maintenant, ne correspond absolument pas aux faits. Alors je voudrais revenir sur ce problème de l'ambiguïté de la portée éducative, morale, éthique, spirituelle du sport. Et alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour sentir la contradiction et les deux interprétations possibles de ce phénomène. Il suffit de revenir à deux déclarations très fameuses concernant la refondation des Jeux Olympiques par le baron Pierre de Coubertin en 1896, à l'amphithéâtre de la Sorbonne, où il a dit, je cite, « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de pratiquer, car l'important dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Donc là, nous avons une interprétation morale du sport, en ce sens que le sport n'est pas d'abord une confrontation, c'est d'abord un combat dans lequel le fait même de combattre vous élève et vous rend meilleur. Bon. Mais, durant la même période, un ami du baron de Coubertin, qui était d'ailleurs un dominicain, lui avait proposé en 1889, cet homme s'appelait Henri Didon. Il était le directeur du collège Albert le Grand, catholique, à Arcueil. Et c'est lui qui avait inventé la formule Quitius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Alors, question, ce sont les adverbes comparatifs, donc ça suppose plus fort que quoi, plus haut que quoi et plus rapide que quoi. La réponse est que qui, bien entendu, l'adversaire que l'on veut vaincre. Donc nous avons ici une définition du sport qui est vraiment fondée sur l'antagonisme, le combat, la rivalité. Il ne s'agit pas de participer, il s'agit de vaincre. Donc il faudrait se mettre d'accord. Est-ce que la vraie interprétation des Jeux Olympiques, en particulier du sport en général, c'est le conflit antagoniste, où il s'agit de vaincre, ou est-ce que c'est la merveilleuse expérience de la fraternité dans le combat? Bon, c'est l'un ou l'autre. Alors c'est peut-être les deux, enfin il faudrait expliquer les choses. Évidemment, personne au Comité olympique international ne s'est posé cette question. Ils ont des choses beaucoup plus sérieuses à faire, qui est d'organiser les Jeux et de veiller à ce qu'ils soient rentables. Donc, c'est à nous de reprendre cette question. Alors, en un premier temps, il est évident que le sport est basé sur la compétition en vue de battre l'adversaire et de gagner. Il est évident que c'est ainsi qu'il a été conçu. Et on peut voir des étapes de la justification de cette vision par antagonisme de la compétition sportive, du sport comme compétition antagoniste, c'est-à-dire en un sens comme
mime du combat à mort de la guerre. Il y a d'abord il y a plusieurs caractéristiques du sport selon les époques, de motifs qui justifient l'antagonisme. Le premier motif, c'est bien entendu le chauvinisme. Alors il faut insister sur ce point. Les premiers sports qui se sont développés sur la base du chauvinisme régional. Un exemple qui ne manque pas d'intérêt, c'est que le deuxième Tour de France, 1904, s'est illustré par le fait que les habitants du sud-ouest, dans les Pyrénées, je crois, avaient fait une embuscade pour casser la figure à un concurrent qui était du nord de la France et qui voulait ravir la première place à un gars du sud-ouest. Bon, et cet antagonisme-là est donc aussi vieux que le sport. Et le développement des clubs de rugby, par exemple, au début du siècle dernier et jusqu'à l'immédiate après-guerre, était quand même basé fondamentalement sur l'opposition de deux villages, de deux petites villes très proches l'une de l'autre. Tout le monde se souvient de la chanson des frères Jacques sur Montauban et Perpignan, mais dans la réalité, il y avait Narbonne-Béziers, il y avait Montchanin contre le Creusot, il y avait Saint-Giron contre Saint-Estèphe, ou bien l'Aviron bayonnais contre le Biarritz olympique. Et c'était ou Mont-de-Marsan contre Dax. Et c'était des rivalités à mort. Donc l'antagonisme sportif était nourri par les rivalités locales. J'ai même le souvenir, quand j'étais gamin, c'est-à-dire il y a quand même quelque temps, d'un match organisé entre les gamins de l'Eau et les gamins de Moutier. Les parents présidaient à l'organisation de la chose, ça se passait au camping des Oies, et ça s'est terminé aux mains. On s'est tapé dessus, et je ne pense pas que les parents étaient les moins excités du tas. Donc, l'antagonisme peut s'appuyer sur le chauvinisme. Bon. Le chauvinisme local est devenu, à partir, disons, après la Seconde Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, un chauvinisme national, nationaliste. Alors là, il y a des dates tout à fait claires. L'une des plus importantes, c'est la transformation du Tour de France en qui est passé des équipes de marque aux équipes nationales en 1930. Et ça a été fait parce que les équipes de marque cyclistes, s'entendaient entre elles pour se négocier par des tractations dignes de l'élection du président de la Chambre en ce moment, des tractations obscures, et l'organisateur Henri Desgranges avait décidé que ça suffisait et qu'il fallait donc passer aux équipes nationales. Et c'est au même moment, pour subventionner cette organisation qui coûtait plus cher, puisqu'elle était indépendante des marques de cycle, il a fallu trouver de l'argent, et c'est là qu'il a créé la caravane publicitaire. C'est-à-dire que le nationalisme, parce que c'était passer au principe national, et organiser l'antagonisme par recours aux oppositions nationales, aux identités nationales, il fallait que ce soit quand même financé par le commerce et l'industrie. Donc l'argent était officiellement le support. Laissons tomber ceci. On peut dire que les Jeux Olympiques, dès 1924, évidemment à partir de 1936, sont devenus des compétitions étatiques. Alors je n'ai pas besoin de rappeler ce qui se passait durant la période de la guerre froide, où la question des Jeux Olympiques est devenue une question non pas d'abord sportive, mais les résultats sportifs étaient interprétés, statistiques des médailles d'or et des médailles tout court à l'appui, comme le jugement olympique sur la supériorité du capitalisme ou du système socialiste. Et ceci a duré fort longtemps, à supposer qu'il ne dure pas encore. Donc, le deuxième ressort de l'interprétation compétitive, agonistique
et pour ainsi dire d'imitation du combat à mort a été, après le chauvinisme régional, la compétition entre les nations, et ce qui a mené à l'adhésion du mouvement sportif à une idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition sportive durant une certaine période sans idéologie. Alors ces idéologies pouvaient être des idéologies nationales qui ont encore survécu, mais sur un mode folklorique, dans le tournoi des 5 nations. Le tournoi des 5 nations est quand même basé sur le principe qu'il y a, c'est ce que m'expliquait un philosophe gallois un jour, dans un colloque à Rome. Il me disait, vous autres Français, vous ne comprenez pas comment fonctionne le tournoi des 5 nations. Pour nous, Gallois, comme pour les Irlandais ou les Écossais, il y a 2 matchs importants. Le premier, c'est le match contre l'Angleterre. Et surtout si nous avons perdu contre l'Angleterre, notre revanche, c'est le match de la France contre l'Angleterre. Selon le principe que no scrum, no fun. S'il n'y a pas un bon combat d'avant, ça ne compte pas. Et il me faisait comprendre que dans le tournoi des 5 nations, il y a une espèce d'antagonisme général contre les Anglais. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, tout le monde aime bien gagner, mais surtout contre les Anglais. Alors, on voit bien qu'il y a là un principe extrêmement fort, qui n'est pas lié directement peut-être au sport, mais qui est lié à l'idéologie qui le soutient, qui soutient l'antagonisme. Alors, c'est un peu différent du principe du football. Qu'est-ce que c'est que le football? C'est un jeu où il y a 21 joueurs et un ballon, ça se joue en 90 minutes, et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Alors maintenant, c'est plus les Allemands qui gagnent, mais même à ce moment-là, ça n'était pas basé sur un principe de concurrence nationale. Alors, on peut résumer tout ceci dans le fait que l'interprétation agonistique, je vais l'appeler comme ça, de agone, le combat en grec, l'interprétation agonistique du sport repose sur le secret profond de ce que le philosophe, sociologue, ethnologue René Girard appelait la rivalité mimétique. C'est-à-dire, nous sommes en rivalité parce que nous sommes semblables. Et donc, plus nous sommes semblables, plus nous sommes susceptibles d'être en rivalité. Donc, 2 frères sont dans la meilleure position pour se battre, pour succéder au père. Alors, cette rivalité mimétique, on peut l'appliquer au sport, et il y a un exemple absolument extraordinaire qui vaut pour des pays comme l'Espagne, mais surtout l'Angleterre et l'Italie. Quand dans la même ville, il y a 2 clubs qui sont absolument irréconciliables. On ne sait pas pourquoi, mais c'est absolument irréconciliable. Si dans une famille, on est à Milan, ou bien toute la famille dans le Milan est pour le Milan AC, les Rossinieri, ou bien pour l'Inter de Milan, les Nerazzurri. Et si il n'est pas question pour un garçon de se marier avec une famille de l'autre club, ou alors c'est les Capulet et les Montaigu. Et il en est de même dans beaucoup de villes italiennes, la Roma et le Lazio, le Torino et la Juventus, la Sampdoria, le Genoa, et de même à Manchester United contre Manchester, les Reds, c'est-à-dire City, c'est les Bleus, et Manchester United, c'est les Reds. Bon, et c'est vrai avec l'Atlético et le Real, ou bien à Bilbao, ou bien le Barça et l'Espagnol de Bilbao, de Barcelone. Donc, nous avons une rivalité mimétique qui s'appuie sur différentes idéologies. Alors, aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, on est dans une situation nouvelle où l'idéologie est commune. L'idéologie commune
est aussi commune à toutes les parties, à savoir que le sport est devenu essentiellement un spectacle. C'est un spectacle dans les stades où tout le monde voit la même chose. C'est un spectacle qui a été renforcé par le fait que c'est d'abord un spectacle vu en images à la télévision, c'est-à-dire que c'est un objet qui repose sur le fait que chacun peut tout voir. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, tout le monde veut voir tout. Alors, cela a produit un phénomène étrange qui est du type de l'idolâtrie. Alors, vous savez, j'ai déjà expliqué ça ici, ce que c'est que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un phénomène religieux, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement un phénomène religieux. L'idolâtrie, c'est le fait que je préfère voir ce qui satisfait complètement mon désir de voir. C'est-à-dire ce qui ne m'ennuie pas, ce qui me concerne directement. Et ce qui me concerne directement, ce qui m'en met au sens strict plein la vue, c'est ce qui, non seulement ce que je peux voir, mais ce qui me fait voir ce que je voudrais donner à voir. Quand on a une idole sportive, une idole des jeunes dans la chanson, ou même une idole politique, qu'est-ce que c'est que cette idole? C'est évidemment un autoportrait. Un autoportrait assez étrange, puisque c'est un autoportrait que je ne pourrai jamais réaliser. Mais le motif pour lequel je me passionne pour tel ou tel, c'est qu'il est un autre moi, à la fois un moi inaccessible, et qu'il est plus moi que moi. Et donc, il est ce qui ravit, comble, satisfait, fascine mon regard. Donc nous avons tous un besoin d'idole, et l'idole, elle est fournie, pour une très grande part, par le sport. Alors ceci se redouble d'un autre phénomène qui accélère le mouvement, qui est la commercialisation de l'interprétation idolâtrique du sport. Je m'explique. L'idole est ce qui fait venir les gens au stade ou rester devant leur écran de télévision. Et donc, l'idole peut avoir un nombre indéfini d'adeptes. Et toutes les organisations sportives font de l'argent grâce à l'augmentation du nombre des adeptes, par 1000 moyens de publicité, d'invitation, de suscitation, de presse, etc., pour que les gens se passionnent pour les rencontres sportives. Mais du même coup, le public des spectateurs devient un marché de consommateurs. Et devenant un marché de consommateurs, il y a une alliance évidente entre les organisateurs de spectacles sportifs et les industriels qui vendent des produits liés au spectacle sportif. Car le public est à la fois le public des fanatiques de sport et le public des consommateurs. Alors la date décisive de ça, c'est la fondation d'Adidas par M. Dassler, qui était un génie, et ses deux fils se sont disputés après, ils ont fait l'un Adidas, l'autre Puma, puis après on a fait Nike, on a fait Reebok, etc. Et ce marché économique est devenu l'infrastructure dont le marché du spectacle sportif est la superstructure, avec un jeu connexe et se supportant et se renforçant réciproquement du producteur industriel d'objets sportifs et des fédérations, des organisateurs qui multiplient les spectacles sportifs, qui veulent élargir leur nombre de fans, de fanatiques, qui sont aussi des consommateurs. D'où la situation actuelle de surproduction de spectacles sportifs, au point qu'il y a maintenant trop de football et il commence à y avoir trop de rugby, et que donc on atteint un niveau peut-être de saturation
qui correspond à l'envahissement, par exemple, de l'industrie des vêtements par les grandes marques sportives, qui sont devenues maintenant des marques dominantes dans l'industrie du vêtement. Ceci pour dire que l'idéologisation est maintenant économique. Et l'économie a besoin de vainqueurs et de vaincus. Et donc on produit du vainqueur et vaincu, ou bien dans la réalité des compétitions sportives, ou bien dans la vente des maillots de Mbappé. Parce que quand vous prenez Mbappé, vous vendez assez de maillots pour rembourser le prix du transfert au bout de 2 ans. Donc on voit bien que l'idolâtrie mimétique du sportif devient aussi la ressource économique du sport. En conséquence, on peut craindre que le sport n'entre lui-même en crise. Parce que, bien entendu, ceci entraîne 2 conséquences qui étaient déjà visibles dans les stades antérieurs, mais 2 conséquences dramatiques pour l'avenir du sport. Premièrement, le sport, en se développant trop, pose la question de savoir pourquoi et combien de temps les gens vont s'identifier à des idoles. C'est-à-dire si le lien entre l'idole et les consommateurs d'idolâtrie se distend, le sport n'est plus lui-même compétitif. Et donc, le nombre de gens qui se passionnent, qui s'identifient à Ronaldo, Messi ou Mbappé, n'est-il pas tel que jamais l'identification ne peut être même rêvée? La deuxième chose, c'est que l'obligation de l'antagonisme, de l'agone, de la compétition avec un seul vainqueur, implique des investissements et donc des résultats, c'est-à-dire des retours d'investissement. Ce qui veut dire que tous les moyens sont bons pour gagner. Alors j'insiste sur le fait que le dopage n'est pas accidentel. Le dopage, qui était occasionnel dans les années 50 ou 40 ou 60, pour un coup, pour terminer une compétition, on prenait quelque chose. Mais il n'était pas systématique, ni médicalisé, ni techniquement assuré. Au contraire du dopage maintenant, qui est un dopage permanent, clinique, scientifique comme on dit, et définitif. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui se dopent finissent par être drogués, à force d'être drogués, ils continuent même s'ils ne font plus le sport. Et donc le passage du doping occasionnel au dopage systématique, et le fait que le dopage systématique suppose lui-même une sélection et une amélioration de la race chevaline, je veux dire la race humaine, et donc est en ligne avec ce qu'on appelle l'homme augmenté, tout ceci est inévitable. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, quelles sont les limites de ce procès et quelles sont les limites de la contradiction entre le nombre de gens qui doivent idolâtrer la même idole et qui ne pourront jamais s'identifier à elle? Ce sont les 2 questions qui menacent l'avenir du sport. Alors, dans ce contexte, parler d'immoralité du sport est, à mon avis, une évidence. Le sport est devenu un spectacle non seulement non moral, mais dont les soubassements ne sont plus positivement moraux. Donc c'est un mensonge de parler des valeurs du sport. Et pourtant, le sport lui-même reste, on a beau être cultivé, intellectuel, revenu de tout, etc., eh bien on regarde quand même le Tour de France. Et on lit quand même l'équipe tout en disant que c'est absolument stupide. Bon. Et nous allons regarder les Jeux Olympiques. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon. Enfin, du moins, moi, je vais regarder les Jeux Olympiques, je le sais. Et de bon cœur. Alors, pourquoi? Alors, il faut revenir, je pense ici,
à l'origine, enfin, à la question du sport-spectacle, parce que c'est finalement ça qui est le nœud du problème. Le fait que nous regardons le sport et que nous avons sans doute de bonnes raisons pour le faire, bien qu'il y ait de très mauvaises raisons qui devraient nous conduire à ne pas le faire. Alors pourquoi est-ce que nous regardons le sport ? Nous regardons le sport que nous ne faisons pas. Est-ce que c'est parce que nous regardons le sport que nous ne faisons pas et que nous ne ferons jamais? Pourquoi ? Parce que parfois, nous regardons le sport que nous ne faisons plus. Voilà. C'est le sport que nous ne faisons plus qui fait que nous regardons le sport que nous ne faisons pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sport que nous ne faisons plus ? Bon, ça veut dire que tous les gamins courent dans tous les sens et font tous du sport sans le savoir, ou peut-être pendant quelques années en le sachant un peu, en étant un peu dans un club, un peu encadré, un petit peu entraîné. Ça dure ce que ça dure, pas toujours très longtemps. Donc il y a le sport que nous ne faisons plus et qui nous reste, si je puis dire, non pas dans la mémoire, mais dans notre corps. Et on peut faire une analogie, parce qu'il y a justement des gens chez qui le sport qu'ils ne font plus est plus profondément ancré. Ce sont les familles de sportifs. C'est très intéressant de voir qu'il y a des familles de sportifs qui sont cyclistes de génération en génération. Par exemple, il y a un Français qui s'appelle Turgis, c'est ça, qui a gagné une étape du Tour de France. Il est le 4e de la famille à être coureur professionnel. Bon. Et il y a des familles où on fait du sport à un haut niveau depuis toujours. Comme qui ? Comme les familles de musiciens. Les musiciens sont des gens, très souvent, dont les parents, les grands-parents étaient musiciens et tout le monde faisait de la musique. Et le môme a commencé à faire de la musique sans savoir que c'était de la musique. Mozart a commencé comme ça. Mais Beethoven, tous. Et quand on écrit des livres, très souvent, toute la famille a déjà écrit des livres de génération en génération. Et c'est une mémoire immémoriale qui fait que ce qu'on ne pratique plus, il y a quand même longtemps qu'on l'a pratiqué. Et il y a donc des dynasties sportives comme il y a des dynasties musicales, des dynasties picturales, des dynasties littéraires et même des dynasties ecclésiastiques. Des familles où il y a toujours un prêtre, une religieuse dans chaque génération, quoi qu'il arrive. Alors ce phénomène-là est un phénomène qui fait que le sport que nous ne faisons pas nous parle. On ne sait pas ce qu'il nous dit. On n'est même pas conscient qu'il nous dise quelque chose, mais il nous parle. Bon, ça c'est un fait, pour ainsi dire, sociologique. Mais ce qui devient ici plus intéressant, c'est quand on compare ce fait sociologique, à savoir que le sport nous parle, avec l'analyse que les philosophes contemporains, du siècle, disons depuis la Seconde Guerre mondiale, ont faite du rapport à autrui. Le rapport à autrui, et ça c'est Husserl qui a inventé ça dans les années 20, que grâce lui s'est rendu, il a été suivi par beaucoup, et surtout par Lévinas et quelques autres, au nombre desquels j'espère être. Sur quoi est basée la relation à autrui ? C'est très étrange la relation à autrui, parce que autrui, c'est celui que nous ne serons jamais. Si je pouvais être autrui, c'est-à-dire être dans la tête d'autrui, avoir les pensées d'autrui, savoir ce que autrui pense vraiment,
D'abord, ce serait peut-être infernal et très décevant, mais surtout, je serai autrui. Donc le paradoxe de ma relation à autrui, c'est qu'elle ne peut être réussie que si elle n'est pas réussie. Je veux dire que si nous restons absolument différents l'un de l'autre. On peut même dire qu'une relation durable avec un autrui, une relation privilégiée, repose sur le fait que nous resterons toujours différents. Et c'est cette différence, donc cet inconnu irréductible d'autrui, qui fait que je m'attache à lui, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut arriver. Je ne sais pas ce qu'il me réserve, en bien ou en mal. Et aussi longtemps que j'attends quelque chose de nouveau de cet autrui, notre relation est vivante. Si au contraire, je commence à dire « je le connais par cœur, je m'ennuie et il s'ennuie avec moi », à ce moment-là, vous pouvez rester ensemble, mais c'est fini. Donc, c'est l'inconnaissance et non pas la ressemblance qui est la condition de la relation. Alors, néanmoins, comment est-ce que nous pouvons, si je puis dire, être en relation réelle avec autrui? Alors ici, c'est très étrange parce que Husserl a commencé par dire il reprenait le terme d'autres psychologues de son époque, qu'il y a une Einfühlung, c'est-à-dire que l'on peut ressentir à un moment donné, ou croire ressentir, la même chose que l'autre. C'est-à-dire la tristesse, la joie ou le plaisir de l'autre, je peux d'une certaine manière m'identifier à eux. Plus ou moins. Mais cette idée qu'il n'y a pas seulement ma sensation, mais qu'il peut y avoir une assimilation des sensations. Il a ajouté à ça que nous pouvons nous mettre, non pas à la place de l'autre, mais du point de vue de l'autre. Ce que j'appelle dans mon langage l'anamorphose. L'anamorphose, c'est une chose tout à fait connue en peinture, enfin ça a été inventé essentiellement au XVIIe siècle, c'est une conséquence de l'invention de la perspective. Quand vous avez un tableau classique, comme ceci, vous avez un point de vue pour le voir. Il faut être en face, au centre. C'est là, de ce point de vue-là, qu'il a été peint, et il a été peint pour que le spectateur prenne la position du peintre. Donc c'est là que vous avez l'effet de perspective, vous voyez la profondeur, vous voyez la hauteur, etc. Bon, c'est là qu'il faut le voir. Or, il y a des tableaux qui, quand on les regarde de face, sont difformes. Ils peuvent peut-être même n'avoir aucune forme. Et il faut se déplacer dans la largeur du tableau, essentiellement dans la largeur, parce que c'est quand même plus facile qu'en hauteur. Il faudrait prendre une nacelle, là il suffit de se déplacer. On se déplace et d'un certain point de vue, qui n'est pas indiqué à l'avance, d'un seul coup, le tableau se met en perspective et tout ce qui était confus s'éclaire avec des vrais personnages. C'est une anamorphose. C'est-à-dire qu'il faut prendre le point de vue du tableau lui-même, qui n'est pas le point de vue du spectateur. C'est-à-dire qu'on a dissocié le point de vue du peintre, quand il a peint le tableau, du point de vue du spectateur. Ce qui fait que souvent, il y a deux tableaux. Il y a un tableau que vous voyez en face, c'est le célèbre tableau de Holbein, Les Ambassadeurs. Et puis, si vous vous déplacez, il y a une partie du tableau qui est une espèce de tache qu'on voit en bas à droite, et d'un seul coup on se déplace, et quand on est au bon endroit, c'est une tête de mort. Ce qui veut dire que tout ce que font les ambassadeurs est réduit à néant sitôt que la situation politique a changé. Bon. Donc, il y a deux points de vue, et c'est le deuxième qui est la leçon du premier. Alors, dans la relation à autrui, il y a la nécessité d'une anamorphose. C'est-à-dire que vous devez essayer de voir de quel point de vue l'autre voit ce que vous voyez. Vous devez échanger le point nul, qui est le point je, pour parler le langage de Husserl, le Ich Pol, qui est le Nullpunkt. Le Nullpunkt, c'est en fait le point de vue de l'autre.
Alors ce que je soutiens, c'est que dans le sport, c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que il y a une assimilation à autrui. Je m'explique. L'assimilation la plus simple, la plus bête, la plus spontanée, c'est d'annuler le point de vue de l'autre. C'est-à-dire la compétition où il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre, qui au moins symboliquement va être supprimé. Ça, c'est quand on pense qu'il n'y a qu'un seul point de vue. En fait, il y a deux points de vue. Et c'est cet échange des points de vue qui est l'expérience sportive. Alors, je reviens au sport. Dans le sport, je peux ressentir ce que l'autre ressent. Parce que l'autre fait la même chose que moi. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Pourquoi est-ce que je peux ressentir ce que l'autre ressent ? Réponse, parce que dans l'exercice sportif, et c'est vrai de manière exemplaire, par la course, dans les cadres de la course, enfin je suppose que c'est vrai dans les sports collectifs, équipe contre équipe, les sports de combat, etc. Ce qui se passe, c'est que je peux ressentir ce que ressent l'autre, parce que nous faisons tous les deux une expérience étrange. La plupart du temps, nous ne ressentons pas notre corps. Du moins, quand on est en bonne santé, on n'entend pas son corps. La santé, c'est le silence des organes. Et alors, quand on vieillit, on a toujours quelque chose de travers, et on sait qu'on a un corps, mais c'est un corps que l'on ressent négativement. En règle générale, nous oublions notre corps. Alors, il y a deux exceptions habituelles, inévitables, où nous ressentons notre corps comme nous-mêmes et non pas comme notre instrument dans la vie pour vivre. Ces deux moments sont la maladie et la souffrance, où là, non seulement je ressens mon corps, mais je suis mon corps. Et l'endroit où j'ai mal devient le centre de ma conscience de moi. Ma conscience de moi, c'est pas d'être éveillé ou de ne pas être éveillé, ça n'est pas de penser à quelque chose, ça n'est pas de regarder à quelque chose, c'est de sentir là où j'ai mal. Et donc, selon que ma douleur se déplace, qu'elle devient plus ou moins instante, je suis là. Donc, je m'identifie à mon corps. L'autre cas, c'est évidemment la relation érotique, l'acte sexuel, comme on dit, où à ce moment-là, je suis totalement identifié à mon corps. Dans les deux cas, en fait, je n'ai plus de corps. J'ai à la place, je n'ai pas un corps, je suis ma chair. Je suis ma chair. Alors l'écart entre la chair et le corps est une expérience fondamentale. La plupart du temps, nous avons un corps parce que nous ne sommes pas notre corps. Donc notre corps nous obéit, il est notre intermédiaire avec le monde. Mais il y a des cas, les deux que je viens d'indiquer, où le corps n'est pas un serviteur silencieux et bien dressé, il est nous-mêmes. À ce moment-là, il est ce qu'on appelle ma chair. En allemand, on distingue Körper, le corpuscule, le corps au sens du corps physique, de corpuscule physique, de ma chair. Et ma chair, c'est là où je m'expérimente moi-même. J'ai dit deux cas, la maladie, la souffrance physique et la relation érotique. En fait, il y a un troisième cas. Et ce troisième cas a un privilège sur les deux premiers. C'est que les deux premiers sont involontaires, ne dépendent pas de moi. Tandis que le troisième, le sport, dépend de moi. Qu'est-ce que c'est que le sport ? C'est bien entendu de transformer mon corps en ma chair. C'est-à-dire, je vais
monter en régime, je vais faire des efforts, mon cœur va battre plus fort, je vais consommer plus d'électricité, d'oxygène, je vais m'entraîner, je vais avoir plus de muscles, etc. Et je vais entrer dans un état second, qui est en fait un état premier, qui est l'état de l'effort. Cet état d'effort est tout à fait particulier, car d'abord je ne fais plus la différence entre la douleur et le plaisir, c'est un phénomène tout. Deuxièmement, c'est un moment où je ne connais pas mes limites. Si tout va bien, je dépasse mes limites, ou plutôt je ne sais pas quelles sont mes limites. C'est-à-dire que je me mets dans une situation, volontairement, dans une situation où je sors de mon corps pour entrer dans ma chair. C'est-à-dire pour devenir moi-même. Et c'est cet état que le sport permet d'atteindre volontairement. C'est cela qui motive la vraie pratique du sport. La vraie pratique du sport, c'est de devenir soi-même. Alors ceci a des conséquences fondamentales. On fait du sport pour se ressentir soi-même. Et c'est cela dont nous avons la mémoire immémoriale plus ou moins grande. C'est cela, quand ça nous est arrivé une fois, que nous n'oublierons jamais. Et c'est le motif pour lequel nous admirons le grand champion, parce que le grand champion fait ça mieux que nous n'avons jamais réussi à le faire. Mais nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est, nous pouvons faire une anamorphose avec lui, nous pouvons le connaître cela par analogie. La formule est de Husserl. Nous connaissons l'autre par analogie. Mais l'analogie étant basée sur une expérience commune, à des degrés différents, sur des durées différentes, avec des modes différents, naturellement. Mais cette expérience fondamentale, c'est d'avoir fait l'expérience d'être sa propre chair, et non pas d'avoir un corps. Ce qui donne une force extraordinaire à l'expérience sportive, qui fait que l'expérience sportive déborde comme chair volontaire, comme expérience de la chair volontaire, déborde sur le reste de ma vie. Je disais tout à l'heure que dans le sport, je deviens ce que j'avais, à savoir, je deviens moi-même en réintégrant mon corps en moi-même. Mon corps devient ma chair et mon esprit devient ma chair. Ce ne sont plus qu'un. Comme Descartes dit, il y a des corps et puis il y a mon corps. Et mon corps n'est pas un corps. Il va jusqu'à dire dans la correspondance avec la princesse Élisabeth que, en un sens, mon âme est étendue, alors qu'en principe c'est seulement la matière qui est étendue chez Descartes, et que la matière pense. Quand mon corps est devenu ma chair, quand je me ressens moi-même, quand je suis dans l'état de l'effort sportif par exemple, et dans les deux autres états, mais dans l'état de l'effort sportif volontairement, il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. Et c'est pourquoi, dans le sport, je fais l'expérience du franchissement des limites. Parce que le sportif ne sait pas le niveau de sa performance. Alors tous ceux qui ont fait un peu de sport le savent, je ne fais que leur rappeler ceci. L'une des expériences les plus étonnantes dans le sport, c'est quand vous battez votre record personnel. C'est-à-dire vous êtes entraîné plus ou moins longtemps, dans des conditions souvent pénibles, dans le froid, dans la boue du cross, dans l'hiver, etc. Et vous en avez bavé pour rien, parce que vous avez l'impression de ne pas du tout avoir augmenté votre niveau de performance. Les cyclistes vous diront ça, ils sortent à l'entraînement qu'il pleuve ou qu'il neige, et puis ça sert à rien, enfin bon. Et puis, un jour, dans une compétition, d'un seul coup,
vous avez l'impression que vous ne faites plus d'efforts, que vous êtes dans un état second, et vous apprenez, en ayant franchi la ligne, que vous avez battu votre record personnel d'1, 2, 3 secondes. Vous n'en revenez pas. Vous ne revenez pas parce que vous avez fait l'expérience d'avoir accompli ce que vous teniez pendant des mois pour impossible. Je crois d'ailleurs que les écrivains, les musiciens, les peintres, quand ils réussissent, ils ont fait quelque chose qui leur semblait impossible. Et je pense que dans toute expérience humaine, ce qui compte, c'est les moments où on a réalisé ce qu'on croyait impossible. Quand on se met à réaliser après coup que ce qu'on a fait appartenait au domaine de l'impossible antérieur, de l'impossible pour nous, de l'imprévisible, de ce qu'on n'aurait jamais osé espérer. Et le sport est l'expérience de franchir des limites qu'on croyait absolument intangibles, dans justement le sentir de soi-même. Le record personnel est le véritable moteur, le véritable centre de l'expérience sportive. Et c'est là que l'expérience sportive devient un lieu de morale. C'est-à-dire, un sportif, c'est quelqu'un qui n'en revient pas d'être devenu bien meilleur que ce qu'il croyait être. Et actuellement, je signale pour ceux qui suivent l'athlétisme français, qui n'est pas toujours très bon, qu'il y a une heptathlonienne, une fille qui est championne d'Europe, il y a une franc-comtoise de Belfort ou de Montbéliard, qui est championne d'Europe de 3000 steeples et qui sera en finale des Jeux Olympiques et qui peut faire une médaille. Elle s'appelle Finot, pas Pinot, Finot. Madame Finot, mariée, mère de famille, qui a fait une progression fulgurante. Elle a une bonne tête. Vous avez Tual sur 800 mètres, qui fait cette expérience en ce moment, qu'il est bien meilleur. Il a fait le 3e temps mondial de l'année. Il a battu son record personnel en deux fois de 3 secondes sur 800 mètres. 41,99. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Bon, cette expérience du record personnel, c'est-à-dire l'expérience de franchir les limites du possible, est une expérience qui devrait structurer toute vie dans tous les domaines. Mais le sport est un endroit privilégié de cette expérience, que je suis prêt à décrire dans d'autres domaines, encore une fois, nous parlons du sport. Et c'est ceci qui est déterminant. Et donc c'est le lieu de la morale. Parce que le but n'est évidemment pas de gagner. Le but, et d'ailleurs c'est le seul moyen de gagner, c'est de battre son record personnel. L'autre, c'est celui qui va m'embêter tellement en étant tellement fort, qui va m'obliger, et pour ainsi dire, me contraindre, m'entraîner, m'aider à battre mon record personnel. C'est l'autre qui va m'imposer de devenir moi-même. L'autre n'est pas celui que je dois anéantir, c'est celui qui va me faire la courte échelle pour que je sois enfin à la hauteur de mon impossible. Et donc, le record personnel devient l'expérience de l'impossible et l'autre est celui qui me permet de faire l'expérience de l'impossible. Alors là, il y a des histoires magnifiques de records qui ont été battus par la collaboration d'anciens rivaux, qui étaient encore des rivaux, mais quand tout le monde organise la course ensemble, tout le monde bat son record personnel. Et donc personne n'est vaincu. Alors sur cette base, il devient possible de construire une éthique du sport. Mais c'est sur une base qui est évidemment absolument cachée, recouverte par l'organisation visible, patente et économique de l'événement sportif. Et donc voir l'événement sportif,
pour ça qu'on a le droit de regarder la télévision, c'est regarder ce qui se passe dans la chair des concurrents, de voir les concurrents entrer en chair, si je puis dire. Et cela, le journaliste ne le voit pas, sauf l'ancien champion qui dit de temps en temps une phrase qui montre que lui s'y connaît. Pourquoi est-ce qu'il s'y connaît? Parce qu'il s'y reconnaît. Le journaliste, pourquoi est-ce qu'il est bête? Il n'est pas bête en soi, quoique peut-être à force de dire des bêtises. Mais il est bête parce qu'il n'a jamais connu l'expérience de devenir sa propre chair et de battre ce record personnel. Il ne sait pas ce que c'est. Le journaliste, la plupart du temps, le commentateur officiel, il n'a aucune idée de ce qui se passe sur la piste. Seul le champion, lui, a une idée, parce que ça lui est déjà arrivé. Donc il voit bien, par analogie, ce qui se passe réellement et qui est invisible. Donc c'est l'invisibilité du sport qui justifie la visibilité idolâtrique du sport. Et c'est cette ambiguïté qu'il faut absolument intégrer. C'est une herméneutique qui seule nous autorise à regarder les Jeux Olympiques à la télévision. Du moins, c'est comme ça que je me justifie. Je vous remercie de votre attention. Alors j'ai encore une chose à dire. Puisqu'on est dans une église, bien entendu, tout ceci est absolument conforme aux écritures bibliques. Car du sport, il en est question dans les Écritures. Alors je vais prendre deux textes qui sont absolument passionnants. Il y en a un, c'est une allusion directe aux Jeux Olympiques, c'est Saint Paul, dans la première aux Corinthiens. Il y avait des Jeux à Corinthe, c'était les Jeux ismiques. Vous savez, il y avait les Jeux néméens, les Jeux ismiques, les Jeux de Delphes et les Jeux Olympiques. Les plus connus sont les Jeux Olympiques, mais il y avait aussi les Jeux ismiques de l'isthme de Corinthe. Donc on faisait des Jeux. Et donc, pour convaincre les turbulents corinthiens de se conduire correctement, il prend la comparaison des Jeux Olympiques et de la boxe, pugilat. Et de la course aussi. Ne savez-vous pas, donc chapitre 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Interprétation agonistique du sport. Courez de manière à le remporter, donc vous aussi courez pour gagner. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour recevoir une couronne corruptible, vous, nous, une couronne incorruptible. Alors il y a la première différence, c'est que tout le monde en bave à l'entraînement, en se privant de tout, fait de la 16, mais il y en a un, c'est pour une couronne qui durera au maximum 4 ans. Nous, c'est une couronne éternelle. Et moi, c'est bien ainsi que je cours, non pas à l'aventure, c'est ainsi que je fais du pugilat, non comme si je cognais dans le vide, ou un autre, je meurtris mon corps au contraire, et je le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même, que moi-même je me disqualifie. Donc, mon corps, je l'utilise pour une couronne incorruptible. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes ici. C'est que dans le stade, il y en a un seul qui gagne. Saint Paul dit à tous les Corinthiens, nous pouvons tous gagner. Ce qui veut dire que le but n'est pas la destruction du rapport à autrui, c'est le fait que c'est toute l'équipe qui gagne. C'est ça la première différence. Donc on voit très bien que l'interprétation agonistique est ici dépassée par l'interprétation de battre son record personnel. Donc je meurtris mon corps pour qu'il reste le mien et qu'il remporte la palme. Alors la renonciation
à autrui et le changement de point de vue se trouve illustré dans un autre texte, qui est le texte de Pierre et Jean courant au tombeau, au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, Jean, et ils venaient au tombeau. Tous deux couraient ensemble, mais l'autre disciple, Jean, courut en avant plus vite que Pierre, et vint le premier au tombeau. Interprétation agonistique. Se penchant, il aperçut les bandelettes posées là, pourtant il n'entra pas. Vint donc aussi Simon-Pierre qui le suivait, et il entra dans le tombeau. Il voit les bandelettes posées là, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Parce qu'il laisse la primauté à Pierre. Il voit, il croit, et c'est fait. Mais il laisse la primauté à Pierre. Parce que lui a accompli ce qu'il devait accomplir, il a atteint l'impossible, mais il n'a aucune raison de vouloir l'emporter sur Pierre, qui a autorité depuis le début, enfin depuis la confession de Pierre. Et donc, les deux gagnent. Et le rapport de rivalité mimétique disparaît. Donc on peut dire qu'il y a une théologie de la course à pied dans les Écritures, mais comme il y a tout, ça n'est pas surprenant. Donc voilà, cette fois-ci j'ai fini vraiment. Donc s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Vous avez des questions, bien sûr, j'ai bien aimé votre analyse par rapport au dopage généralisé dans le dopage chronique. On bouleverse tout ce schéma d'identification du modèle. Et qu'en est-il dépasser soi, dépasser ses limites, bâtir son propre record, quand on voit que d'autres battent leur propre record d'une manière artificielle, si ce n'est pas frauduleuse. Encore l'autre jour, quand ils disent que les deux premiers du Tour de France ont mis 3-4 minutes de moins que les plus grands dopés précédemment. Bah écoutez, c'est une très bonne question. Il y a des coureurs qui disent, et j'en connais un, qui est actuellement le premier Français au classement général de ce tour, Guillaume Martin, qui m'a dit dans un col, je sais que Pogačar me mettra entre 1 et 2 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette année, je mets 30 secondes de moins que l'année dernière pour faire le même col. Ce qui m'intéresse, c'est que je les suis quand même pendant les 90% de l'étape et que je ne suis pas lâché avant. Bon, et quand j'ai fait ça, je suis en gros en paix avec moi-même, ce qui me semble un très bon raisonnement. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une question qu'on peut se poser pour toutes les finales olympiques, le Tour de France depuis 20 ans, qui a été vraiment le vainqueur? Et alors, il y a des statistiques qui ont été faites, c'est très intéressant. Dans l'équipe avec beaucoup de méchanceté, ils ont fait une liste des 10 premiers du Tour de France dans les 10 dernières années. Et ils ont coché ceux qui, à un moment ou un autre de leur carrière, ont été coupables de dopage avéré. Si vous éliminez tous ceux qui ont été dopés parmi les 10 premiers depuis 10 ans, le premier, peut-être non dopé, doit être le 12e ou le 15e du Tour de France. Bon, c'est comme ça. Mais je veux dire, je prends un exemple tout bête, puis c'est un peu de nationalisme régional. L'année où Bernal a gagné,
c'était en 2017 peut-être, un truc comme ça, et où Pinot était en situation de gagner à 3 jours de l'arrivée, mais il a eu une déchirure musculaire. De quoi est-ce de qui nous souvenons-nous? Bernal, tout le monde a complètement oublié qui c'était, il n'a jamais rien fait depuis, et Pinot restera un des derniers grands coureurs romantiques. Bon, voilà, c'est tout. Et je veux dire, il y a une part d'irréalité dans le dopage ou dans la construction des modèles idolâtriques du sport. Une part d'irréalité. Et ce qui reste, c'est souvent des choses plus réelles. Mais on ne les voit pas tout de suite. Prenons le cas d'un grand sportif qui vient de mourir, Michel Jazzy, qui était en un sens un ami. Eh bien, Michel Jazzy a réussi toute sa carrière, sauf qu'il a raté le 5000 mètres, la finale du 5000 mètres de Tokyo. Eh bien, cela, on ne l'oubliera pas, et ça n'a pas empêché que sa carrière, il a eu une deuxième carrière après, où il a battu le record du monde du mile, celui du 2 miles, du 2000 mètres, du 3000 mètres, etc. Donc, lui qui n'était pas dopé, ce qui reste, c'est quand même la vérité de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que les résultats sportifs ne sont pas toujours la vérité de la compétition en question. Nous devons intégrer ceci, parce que c'est nouveau. Je pense qu'il y a eu un temps de naïveté où on croyait que celui qui gagne est le meilleur et il est mon autre moi. C'est pas si simple. Et donc évidemment l'expérience personnelle de ce que j'appelle la chair volontaire est un très bon paradigme, un très bon guide. C'est-à-dire, nous pouvons nous intéresser à un sport lorsque nous ressentons ce que ressent celui qui sent sa chair. Quand nous avons une idée de ce qui lui arrive, de ce qu'il fait. Alors à ce moment-là, nous pouvons. C'est pourquoi les enfants de cyclistes deviennent cyclistes, les fils de footballeurs deviennent footballeurs, comme les fils de musiciens deviennent musiciens. Parce qu'eux, ils ont ça dans le sang familial. Et c'est une bonne manière de le faire. Donc il faut faire une réduction, comme on dit en phénoménologie, du sport à son cœur qui est l'expérience de la chair. Et c'est pourquoi c'est pas dans son canapé qu'on peut regarder la télévision. Vous me direz, on regarde la télévision dans son canapé, mais ça suffit pas pour qu'on voit le sport. Alors évidemment, il y aurait quelque chose que je n'ai pas développé, il y aurait à établir le rapport entre l'expérience sportive de la chair et l'expérience spirituelle. Enfin, ça, c'est une autre question. Monsieur le maire. Oui, écoutez, attentivement, c'était effectivement très intéressant. Je constate qu'au niveau sur le page, que le cyclisme, que je suis depuis ma plus tendre enfance, le sport en général, me semble le sport le plus contrôlé. Le plus contrôlé, de par ça, sont beaucoup oui. Contrôlés les autres sports. Et alors, une question tout à fait naïve. Je m'étonne qu'on n'ait pas un Français qui ne soit pas à même de remporter le Tour de France depuis Bernard Hinault. Est-ce que ça sous-entend que les Français ne veulent pas convaincre les autres? Provocation. Vous savez, il y a une chose étrange, c'est que pour qu'un très bon coureur français devienne susceptible de gagner une très grande course, Tour de France ou autre, très souvent, il faut qu'il passe dans une équipe étrangère. Latour est le dernier exemple, Alaphilippe aussi, Jalabert était un bon exemple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. Et c'est vrai que être dans une équipe française et gagner, quand on est un très bon coureur, une grande course, ça vient peut-être aussi de ce qu'il y a de moins bonne préparation, comme ils disent.
Alors que veut dire préparation? Bien entendu. Bien entendu. Alors il faut dire que il y a des indications étonnantes, c'est-à-dire plus le sport est technique, moins le dopage intervient. Le rôle du dopage diminue quand le sport est d'abord un sport de force ou d'endurance. D'autre part, le dopage ne fonctionne pas de manière significative dans les sports collectifs. On peut de temps en temps assoupir, doper négativement l'équipe adverse. Par exemple, ce qu'avaient fait les Springboks en finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud contre les Blacks, les Néo-Zélandais. Bon, on peut faire ça, mais il n'y a pas de dopage positif. Ça n'est pas significatif. On ne peut pas doper toute une équipe. Donc, puis c'est aussi un sport d'adresse, donc c'est différent. Donc évidemment, je pense que tous les sports ne sont pas gangrenés de la même façon. Par exemple, en natation, c'est évidemment plus facile de doper les femmes que les hommes. Voilà. Donc là aussi, il faut pouvoir faire une réduction. Il faudrait être dopé pour voir comment ça se passe. Mais il faut faire très attention avec ce genre de choses. Votre avis entre la relation de l'argent et du sport? Oui. Le rapport de l'argent et du sport vient du fait que dès lors que le sport rassemble des foules avec des intérêts communs, quels qu'ils soient, des foules, ce sont des consommateurs. Donc il y a un moment où l'industrie, le commerce, après avoir soupçonné qu'on pouvait vendre des choses par la caravane publicitaire ou à la sortie du stade aux foules à s'y rassembler, il y a des gens plus malins qui ont dit on va faire des produits spéciaux pour ces gens-là. Et c'est pourquoi je saluais Adidas, qui a été le tournant de la chose. Et les gens ont commencé par mettre des chaussures, après des survêtements, puis après les survêtements sont devenus des vêtements normaux, et maintenant il y a la moitié de la population française qui vit avec des vêtements dits sportifs, qui n'ont aucun rapport avec le sport. Mais on voit très bien que les foules de consommateurs d'images sont devenues des foules de consommateurs tout court. Et il y a une identification entre les deux, en sorte que les producteurs de produits pour consommateurs qui vendent aux clients sportifs, enfin aux spectateurs sportifs, paient cher les organisateurs, c'est-à-dire l'UEFA, la FIFA, le Comité olympique international, pour produire de plus en plus d'événements sportifs, parce que leur intérêt est commun. Et leur intérêt commun, c'est de faire de l'argent. Et il faut reconnaître qu'ils réussissent parfaitement à remplir ce projet. Mais on va passer à la Coupe du Monde avec 48 équipes. La Coupe du Monde de football avec 48 équipes. C'est évidemment un non-sens sportif, mais la question n'est pas là. La question est que ça va faire plus de matchs. Mais c'est ça qui risque de tuer le football. Parce que le spectateur n'aura pas le temps de consommer ce qui lui est proposé, ne voudra pas payer les droits pour voir les images, et donc il y a une bulle, et d'ailleurs la bulle est en train de se dégonfler pour si vous suivez la question du marché des droits sportifs de télévision du football français. Mais j'entendais aussi par là ce marchandage, c'est-à-dire que les salaires et combien on va acheter un footballeur, voilà, parfois on est un petit peu quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je veux dire, non mais ça c'est ancien qu'on transfère et qu'on achète des joueurs. C'était déjà le cas dès le début du sport moderne, mais sans doute avant. Dans l'Antiquité, c'était déjà comme ça. Les champions étaient payés par leur cité c'était des professionnels.
Donc, mais maintenant, c'est absolument clair. Alors, c'est pas le marché aux esclaves, parce que les types ne sont pas des esclaves. C'est le prix de la compétence ou de la compétence supposée dans les différents domaines. Mais ça n'a rien de... La professionnalisation s'est faite finalement très rapidement. Dans les années 60, il y avait toutes des histoires à propos du tennis amateur, du tennis professionnel. Mais le rugby est devenu professionnel en 2 ans dans les années 90, sans aucune histoire. Alors qu'il y avait, comme vous le savez, dans l'entre-deux-guerres, des batailles terribles entre la fédération du 13, qui était professionnelle, et la fédération du 15, qui était supposée amateur. Donc, le virage s'est pris entre les Jeux de Barcelone et les Jeux d'Atlanta. À Atlanta, c'était fait. Et donc, le sport est entré dans la globalisation, je ne dirais pas industrielle, de la finance. Puisque les fonds de pension américains, même européens, investissent dans les clubs de football, par exemple. C'est une manière de gagner de l'argent. Donc là, nous devons, si nous pensons légitime de prêter attention au sport, nous devons faire une réduction d'un modèle à un autre. Comment expliquez-vous que la contemplation des événements sportifs et l'identification dont vous parlez prennent tellement d'importance que ça devient presque dans tous les pays le sujet de conversation unique? Eh bien, écoutez, moi je pense que c'est une grande réussite du système capitaliste d'avoir mis la main sur le motif profond pour lequel nous nous intéressons au sport. Faire l'expérience de soi, l'expérience de la chair, donc le sport comme une manière de vivre qui vous assure le bien-être et la jouissance de soi-même, et aussi d'avoir récupéré, mieux que ne le faisait le chauvinisme, le nationalisme, les idéologies totalitaires, d'avoir récupéré le besoin que nous avons tous de nous trouver une idole à quoi nous identifier. Et ça, disons, le capitalisme de la dernière génération est arrivé à le récupérer. Parce que nous avons un besoin d'idole. Sauf, bien entendu, si nous nous libérons des idoles en croyant en un Dieu invisible. À ce moment-là, nous sommes libérés des idoles. Mais si nous ne croyons pas en un Dieu invisible, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une idole. C'est-à-dire un vrai surmoi qui nous permet de supporter de ne pas être ce que nous voudrions être. Parce que à quoi sert une idole? C'est à nous donner une représentation de ce que nous aurions voulu être et que nous savons ne jamais pouvoir être. Alors, à ce besoin d'idole qui est constitutif, nous ne pouvons nous libérer de l'idole, quelle qu'elle soit, que par l'amour de l'invisible. Il n'y a pas 36 solutions. Ou plutôt l'amour par l'expérience d'être regardé par un regard invisible, ce que j'appelle l'icône. Mais l'alternative est très simple, elle est très claire. D'où l'intérêt de faire l'expérience d'être regardé par un regard invisible. Le grand intérêt. Car cela nous libère de cette clôture de l'horizon
de cet horizon, puisque horizon ça veut dire fermeture, de cet horizon idolatrique. Donc, le crépuscule des idoles dont parlait Nietzsche, c'est une très haute ambition, et il faut parvenir à considérer le sport, puisque nous parlons de lui, autrement qu'à l'intérieur du regard idolatrique. Et ça n'est pas si facile. Mais c'est vrai pour la politique, autant, bien sûr.